deuxième partie de cette journée philanthropie open, là, ouverte. C'était la troisième journée d'un colloque Philab Québec. Les deux premières journées ont été faites dans le cadre de l'ACPAS, qui est plus fermé et qui permet certainement des présentations intéressantes, mais où l'accès est difficile à cause du membership. Donc là, on a une session qui est ouverte et qui permet donc de rejoindre beaucoup plus de monde. Et dans l'après-midi, donc, on a le thème « La philanthropie à l'extérieur des métropoles ». Donc, on trouvait important de pouvoir établir cette conversation sur l'importance d'avoir des collaborations, peut-être des partenariats ou des ententes entre le milieu philanthropique et des organisations qui travaillent dans les communautés pour assurer leur développement, leur revitalisation, leur bien-être. Alors aujourd'hui, on a construit un panel de discussion qui met en dialogue à la fois deux personnes qui vont représenter une expérience locale en milieu rural, mais une expérience, mais aussi d'autres expériences, parce que, comme ils vont l'expliquer, il y a un regroupement aussi d'organisations locales, rurales, qui travaillent autour d'un concept qui s'est développé à partir de Sainte-Camille, qui sont les savoirs partagés. Donc, Sylvain Laroche et Erwan Huisselin vont être les porte-parole, si on veut, de cette expérimentation. Et on a aussi deux fondations subventionnaires, Mission Insertion avec Jonathan et Dufresne-Gauthier avec Hélène qui est ici. Alors, sans plus tarder, je vais présenter donc les panélistes. Alors, sans plus tarder, Erwan Huisselin, c'est professeur titulaire au département de géographie, membre régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRISES ou le CRIS, qu'il a dirigé de 2009 à 2018. Ses enseignements et travaux portent sur la géographie socio-économique, l'économie sociale, le développement local, l'épistémologie de la géographie. Il est auteur ou co-auteur d'une centaine de livres, chapitres de livres et d'articles dans des revues scientifiques. Il est aussi responsable de la collection Géographie contemporaine aux presses de l'Université du Québec. Donc, son copanéliste, Sylvain Laroche, natif, résident et idéateur collectif de la relance de Sainte-Camille. Il est membre fondateur du groupe du Coin, qui a été créé en 1985, et du Petit Bonheur de Sainte-Camille en 1988. Le Petit Bonheur est un espace intergénérationnel de rencontres à vocation communautaire et culturelle. Sainte-Camille, comme on l'a indiqué, est en Estrie, 35 km au nord de Sherbrooke. Le village a été mis sur la carte internationale suite à la publication en août 2006 d'un article fort intéressant dans le journal Le Monde. Sylvain est aussi photographe de profession. Il s'intéresse au monde des arts et démontre bien comment la ruralité peut à la fois nous nourrir par la culture des champs et aussi par la culture humaine. Jonathan Latreille, chevalier, occupe le poste de gestionnaire des programmes au Québec au sein de la Fondation Mission Inclusion depuis maintenant 2 années. Avec ses collègues, il veille à l'analyse des projets déposés par le milieu communautaire, à l'accompagnement des organismes soutenus au développement des programmes et à une analyse des enjeux sociaux concernant les orientations de la Fondation. Mission Insertion portait le nom des œuvres du cardinal Léger jusqu'à tout récemment. La Fondation intervient à l'international et au Québec. Hélène Dufresne est cofondatrice de la Fondation Dufresne et Gauthier. Elle a été partie prenante professionnelle dans notre grand fleuron, le Cirque du Soleil. Elle occupe la présidence depuis sa création, donc la création de la Fondation en 2001. La Fondation Dufresne et Gauthier a été créée en 2001 par Hélène Dufresne et Daniel Gauthier. La Fondation appuie des projets au Québec et en Mongolie, des projets qui visent à faire une différence dans la vie de nombreux enfants issus de milieux défavorisés ou de jeunes qui vivent en situation de risque. Voilà. Donc, les présentations étant faites, on peut passer donc à la période de présentation. Ce que j'ai demandé en préparation donc aux panélistes, c'était je leur donnais 10 minutes pour chacun des projets. Donc, une petite introduction qui présente l'organisation. Deuxième point, c'est pourquoi et en quoi c'est important que la philanthropie intervienne à l'extérieur des métropoles et particulièrement donc dans les régions rurales. Quelles seraient les conditions, les enjeux, les obstacles, les défis pour soutenir des initiatives qui sont en milieu rural? Et quelles sont les difficultés qui sont liées à des mises en collaboration entre des organisations de ces milieux et des fondations philanthropiques? Alors, vous voyez, il y aurait cette espèce de mise en bouche qui serait faite dans un premier temps. Et là, tout de suite après, ça nous permettrait d'entrer en discussion.
Donc, je vais être à l'animation, j'aurai certainement des questions, mais il y aurait aussi vos commentaires, vos questions que vous pourrez à ce moment-là partager. Vous lèverez la main ou vous pourriez mettre des commentaires ou des questions dans le chat, comme vous voudrez. Alors, sans plus tarder, on commencerait par l'initiative de Sainte-Camille avec Sylvain et Juan. Bon, bonjour tout le monde. Alors, je vais débuter la présentation, une courte présentation. Je veux remercier d'abord Jean-Marc et David de nous avoir invités à ce panel. C'est très gentil. Et moi, bon, je représente la communauté de Saint-Camille. Ça fait que je vais vous faire un bref historique de notre démarche. Saint-Camille, c'est 1848 dans les cantons de l'Est. Et on atteint un sommet démographique à la Première Guerre mondiale et on était 1200 personnes. Et dans les années 1980, on atteint un plancher de 440 personnes. Alors, vous voyez, toute la problématique se dessine. Perte des services de proximité et tout ce que ça amène au niveau de la dévitalisation, au niveau des problématiques de tissu social. Alors, ce qu'on a mis de l'avant pour assurer notre relève en milieu rural, parce qu'on parle beaucoup de ruralité chez nous, c'est des projets, on appelle ça des chantiers. Si vous voulez, je vais vous en nommer quelques-uns qui ont été mis sur pied. Alors, il y a un grand chantier culturel qui a été mis de l'avant avec l'achat de l'ancien magasin général à l'époque. Ça va faire 35 ans très bientôt. Alors, encore aujourd'hui, toute cette dynamique culturelle est vraiment très présente chez nous. Il y a eu un premier travail de partage des connaissances aussi avec 9 communautés du Mali. On fête le 20e anniversaire cette année, alors 20 ans d'échanges avec eux. Aussi, un grand chantier sur le développement démographique. On s'était donné un objectif de croissance de 10% en 10 ans. Alors, voyons, on travaille sur des décennies. On a quand même atteint notre objectif en 7 ans, 14% de développement. Et peut-être un dernier chantier sur lequel on travaille présentement, entre autres, c'est le chantier de la formation continue. Alors, en 2000, on a eu un premier cours d'éthique appliquée avec l'Université de Sherbrooke. Alors, c'était un semi-programme sur l'éthique. Et après est arrivé ce que Jean-Marc mentionnait tout à l'heure, les ateliers des savoirs partagés. Alors, à retenir, je crois, il y a un seul mot qui décrit assez bien ce qu'on fait, c'est le mot partage. Alors, partager des savoirs académiques, des savoirs d'expérience avec les communautés et des savoirs vécus. Alors ça, on a la chance de le faire avec le CRISE, le Centre de recherche en innovation sociale. Juan Luis va vous en parler tout à l'heure. Le TIES aussi, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui nous aide beaucoup dans la liaison et le transfert. Alors, 2 grands partenaires extrêmement précieux. Et on a débuté à travailler avec 2 communautés, la communauté de Petit-Saguenay et le territoire de Bellechasse. Alors ça va faire, on a travaillé 2 ans avec eux. Et présentement, on regarde pour travailler avec 9 communautés. C'est un peu l'enjeu et c'est là une fondation, la Fondation Chagnon, s'est joint à nous pour qu'on puisse faire une année de dialogue. Alors, on est dans cette année-là pour voir comment on pourrait travailler avec d'autres communautés dans cet esprit de recherche, de croisement des savoirs pour accélérer les processus d'innovation. Alors, Juan Luis. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Okay, alors, Sylvain a bien résumé, disons, les grands éléments qui caractérisent Saint-Camille. En fait, c'est une expérience qui nécessiterait, pour vraiment l'apprécier dans toute sa grandeur, beaucoup plus de temps. Alors, moi, je vais insister surtout sur certains aspects qui permettent
diffuser les grands apprentissages qu'on fait lorsqu'on examine le cas de Saint-Camille et lorsqu'on travaille avec les ateliers savoir partager que Sylvain a bien résumé. Alors, la première chose à dire, c'est que Saint-Camille et par la suite les ateliers de savoir partager constituent un espace d'innovation ouverte où on met de l'avant des projets créatifs et des modalités de développement basées sur le leadership, un leadership qui est partagé, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont à leur place et qui jouent un rôle qui est complémentaire et qui fait en sorte que le modèle de développement bénéficie à la communauté et qui enrichit culturellement, socialement et même économiquement la communauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'accent est mis sur la valeur d'usage du territoire et ce qui fait que on cherche le développement, évidemment, économique, mais on cherche surtout la mise en œuvre d'un milieu de vie qui soit bénéfique pour les citoyens, les résidents du territoire. Et c'est cet aspect-là qui me paraît essentiel parce qu'à partir du moment où on met de l'avant la valeur d'usage d'un territoire et non pas uniquement sa valeur d'échange, mais on est en train de modifier la façon comment on oriente nos actions en termes de développement. Alors, quelles actions? Sylvain a résumé un certain nombre d'actions. Moi, je dirais qu'il y a 3 éléments qui sont absolument essentiels. Le premier élément, c'est le développement des capacités individuelles et collectives. Les capabilities d'Amartya Sen, mais qui, dans le cas de Saint-Camille et de l'expérience qu'on mène avec les ateliers à savoir partager, ce sont des capacités, des capabilities collectives et pas uniquement individuelles, mais aussi individuelles. Mais l'idée du leadership partagé fait en sorte que ces capacités individuelles deviennent collectives dans la mesure où elles s'inscrivent ou s'intègrent dans un processus qui est collectif. Le deuxième élément, que Sylvain a bien résumé, c'est le développement fondamental d'une capacité réflexive. Et ça, la réflexivité est quelque chose qui permet la résilience active, c'est-à-dire non pas de réagir, non pas de s'adapter aux problèmes, mais de prévoir un petit peu dans la mesure où on a une idée de où est-ce qu'on veut aller et quels sont les moyens qu'on peut prendre pour y parvenir. Et le troisième élément, c'est l'idée d'une vision intégrée du développement. C'est-à-dire on n'est pas dans un type de développement sectoriel qui privilégierait uniquement la forêt, l'agriculture, la manufacture ou autre. On est dans une vision intégrée qui inclut aussi bien l'habitat ou l'habité, les formes d'habiter, que le développement d'activités culturelles et le développement d'activités économiques, et qui s'inscrit fondamentalement dans l'environnement. Ce n'est pas une expérience de protection de l'environnement, c'est une expérience qui s'inscrit dans l'environnement à travers fondamentalement de l'idée de paysage. Alors, pour un géographe, c'est comme donc je suis, c'est quand même très, très intéressant. Et je dirais, pour terminer, que ce dont on parlait au départ, la pizza et le café et tout ça, ça fait partie du rôle fondamental qui mène, dans le cas de Saint-Camille, la culture. Et moi, il y a une phrase que Sylvain Laroche a prononcée il y a une dizaine d'années dans un colloque de l'ACFAS, à peu près à cette époque-ci, parce que l'ACFAS a toujours lieu à peu près en même temps, et où on se référait, où Sylvain Laroche se référait à
au fait que Saint-Camille avait reçu une invitation pour devenir un espèce de gisement, pour développer un gisement minier, un gisement d'or. On avait découvert de l'or dans le territoire et la communauté s'est réunie et ils ont refusé cette offre et Sylvain a dit la communauté a préféré la ruée vers l'art à la ruée vers l'or. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique. Alors voilà l'idée de la culture comme facteur qui réunit, qui crée une identité forte et qui amène les acteurs et les citoyens à agir de façon collective et ensemble. Alors voilà. Parfait. Merci beaucoup, Sylvain et Juan-Luis. Je donnerai la parole maintenant à Jonathan pour mission et inclusion. Je ne sais pas si je me suis trompé tout à l'heure en disant mission et insertion, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, Jonathan, c'est à toi. Oui. Bonjour, je vais partager mon écran pour la présentation. Donc, voilà. Donc voilà, pour chez Mission Inclusion, on a décidé en fait de vous présenter le soutien en dehors des milieux urbains dans une perspective vraiment de l'écoute du terrain. Donc, en fait, pour ce faire, on a sondé dans la dernière année là, une soixantaine d'organismes. Jonathan, est-ce que tu pourrais la mettre en plein écran, s'il te plaît? Ah, vous ne le voyez pas en plein écran? Ben, on voit aussi les acétates sur le côté, là. Ah, OK, excusez-moi. Mais mode diaporama, voilà. Ouais, voilà. Excellent, merci bon, beaucoup. OK, je comprends. Merci. Donc, sondé une soixantaine d'organismes et on a eu des échanges avec quelques-uns de ceux-ci dernièrement. Donc, avant d'en arriver un peu à nos échanges avec les organismes en dehors des milieux urbains, je vais vous présenter Mission Inclusion. On est une fondation publique, comme disait M. Fontan, anciennement l'œuvre connue sous le nom de l'œuvre Léger. Fondation publique qui reçoit des dons de partout au Québec, dont entre autres des dons particuliers, mais aussi des legs testamentaux, des rentes viagères. On possède aussi un grand volet de développement international, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le soutien au milieu communautaire québécois. Notre soutien au milieu communautaire, on le fait depuis une quarantaine, presque 40 ans, autant financièrement qu'en développement organisationnel, sur 4 grands champs d'action qui sont le soutien, la lutte à l'itinérance, le soutien aux familles vulnérables et le soutien aux aînés, ainsi que la sécurité alimentaire. Donc, les organismes communautaires qu'on soutient font partie de ces grands champs d'action-là. On soutient à 2 niveaux, soit un montant en sécurité alimentaire qui va être plus petit, en moyenne autour de 10 000 pour une année, mais qui peut se répéter d'année en année pour des actions souvent qui vont déjà exister chez les organismes, ou un soutien plus important au démarrage de nouvelles initiatives, donc pour aider un organisme communautaire qui a à développer une nouvelle action, un soutien qui peut aller jusqu'à 50 000 par année sur 3 ans, donc pour un total de 150 000 principalement, on va soutenir du salaire et les frais inhérents administratifs, frais qui sont associés à la ressource humaine. D'année en année, on soutient une soixantaine d'organismes. Le caractère communautaire autonome, pour nous, est très important là, dans l'analyse des projets qu'on reçoit, donc dans la nature des organismes. Donc, on soutient des organismes qui vont souvent être appelés de première ligne, là, des organismes qui sont directement en lien avec certains groupes de la population. Ça peut être des centres d'action bénévoles, ça peut être du travail de rue, de l'hébergement, des centres de jour, des cuisines collectives, des épiceries solidaires. Notre approche dans ce soutien au milieu communautaire, en fait, on fonctionne toujours par appel à projet. Donc, on est non intentionnel, on cible, jamais on va approcher directement un organisme qu'on trouve intéressant pour voir s'il y aurait besoin d'un soutien financier. Pour nous, c'est important que les besoins et les priorités d'action soient définis par la base, donc que ce soit le milieu communautaire qui nous exprime les besoins, tant et aussi longtemps que ça respecte nos grands champs d'action, qui sont quand même assez vastes, qui sont assez larges. Donc, on ne dirige pas tout ce qu'on va faire et c'est très exceptionnel qu'on le fait. Ce n'est pas une coutume, mais ça va être quand on veut diffuser un appel à projet, communiquer avec des tables et des regroupements pour s'assurer que les organismes sont au courant qu'on est en appel à projet. Donc ça, c'est notre façon. La relation qu'on décide de développer avec les organismes est vraiment basée sur la confiance, la communication. Donc, même au moment où on ne sait pas encore si on va être en mesure de soutenir le projet d'un organisme, on le rencontre avant physiquement, maintenant plus virtuellement, mais que ce soit en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Mauricie, on se rend rencontrer l'organisme, on aime beaucoup voir le milieu où agit l'organisme
pour comprendre aussi sa nature, son projet, puis être vraiment en mesure d'analyser sa réalité, son action, comprendre sa vision, son approche, comment il travaille. Donc, pour nous, c'est important. Et quand on soutient un organisme, bien, cette relation-là, on la construit au travers de l'année ou des années quand c'est des projets soutenus plus longtemps. Donc, on y va pour un partenariat qui va aussi proposer du soutien organisationnel, planification stratégique, soutien des outils de communication, diagnostic, de l'écoute, une relation qu'on veut égalitaire, où on est ouvert à s'ajuster et à s'auto-influencer. Donc, on est toujours prêt à discuter de certains critères pour ne pas être dans une certaine rigidité. Toujours ça, évidemment, balisé par nos champs d'action. Ça, c'est une saisie d'écran en fait des projets qu'on soutient actuellement partout au Québec. C'est sur notre site, c'est une map interactive où on peut se promener, on peut zoomer sur les ondes. L'idée, c'est de vous présenter là un peu le soutien qu'on a, parce que c'est un peu le sujet. Là, on est partout sur le territoire. À la question pourquoi c'est important d'être pour Mission Inclusion, de soutenir le milieu communautaire en dehors des grands centres urbains. En fait, simplement parce qu'il y a des besoins d'inclusion et de développement social partout. Considérant que les besoins viennent du terrain, ben, on est fermé à aucun... on est ouvert finalement pour y aller par la positive, à être interpellé par tout l'ensemble du territoire. On est annuellement toujours dans au moins 10 régions administratives. Comme vous pouvez voir, là, ça va, les îles, ben là, on le voit. Moi, en tout cas, je ne le vois pas, je pense que vous le voyez, mais il devrait y avoir une personne qui marche dans l'eau, là, donc des îles jusqu'en Outaouais, sur la Côte-Nord. Par contre, notre constat, c'est que malgré qu'on est partout, notre soutien n'est pas représentatif. Rapidement, si on s'attarde aux icônes, il y a une icône qui est au niveau de l'itinérance, c'est la personne qui semble assise. Ben, ces projets-là, on n'en voit pas beaucoup. On les voit principalement en milieu urbain ou périurbain. On n'en voit pas beaucoup, même si l'itinérance est une réalité partout au Québec. Les projets que je vous disais plus structurants avec des montants plus importants vont surtout être en milieu urbain. En dehors des milieux urbains, on va surtout trouver des projets famille et en sécurité alimentaire. Et donc, vu que ce n'est pas intentionnel, c'est ce qui nous est proposé. On constate une certaine redondance dans les projets qui nous sont présentés. Donc, ça va aller vers un peu le constat et nos réflexions que je vais vous présenter. Donc, il y a quand même des réflexions à pourquoi il y a quand même beaucoup plus de projets et d'argent en milieu urbain, puis en dehors de la densité de la population, évidemment. Et pourquoi il y a ce manque de représentativité-là, selon nous. Donc, pour valider, ben, on s'est basé, comme je disais, sur un sondage, puis aussi sur des échanges qu'on a eu avec le milieu communautaire à l'extérieur des milieux urbains. En fait, on en arrive à deux grands constants. En fait, ce qui nous a été dit beaucoup au niveau des organismes qui sont en milieu ruraux, mais un des grands désavantages, en fait, qu'ils remarquent, c'est qu'il y a rarement ou pratiquement jamais des fondations où le milieu philanthropique va financer une initiative qui peut se ressembler deux fois dans la même MRC, dans la même région, c'est-à-dire comme si le bailleur de fonds pouvait voir un dédoublement. Deux ressources qui ont sensiblement la même mission, même si ont pertinence d'être sur le même territoire, anticipent qu'ils ne recevront pas le même don dans un appel à projet. Donc, ça va créer de la méfiance, ça va nuire à la collaboration. L'avantage, par contre, en milieu urbain, c'est que quand il y a un financement, et c'est souvent le cas en philanthropie, donc financement ciblé sur des projets, des approches précises, ben, quand il y a seulement un organisme que sa mission concorde, correspond avec ces critères-là, ben, il y a quasi une garantie d'avoir accès au financement. Ce qui nous a été aussi beaucoup partagé, et c'est là qu'on parle un peu d'interférence, c'est-à-dire que il y a un manque, il y a une difficulté à se réseauter quand on est en dehors des milieux urbains. Il y a beaucoup d'organismes qui participent à des regroupements parce qu'ils n'ont pas les ressources, le temps pour compter le déplacement vers Québec ou vers Montréal, qui coupe certains échanges informels. Si on ramène ça à la philanthropie, ça peut être des discussions entre directeurs d'organismes qui parlent d'un appel à projet, qui savent que tel projet a déjà tel philanthrope, telle fondation a déjà financé tel type de projet. Puis là, on comprend comment présenter un projet auprès d'une fondation. Souvent, ça va se faire de façon informelle par un organisme qui a déjà reçu le soutien. Ça ne sera pas dans les outils de la fondation. Et puis, on se coupe cet accès-là. Les organismes se coupent aussi en ne pouvant pas se déplacer de la Côte-Nord à Montréal à des colloques, de la revendication, des actions politiques, où c'est souvent l'espace pour un milieu à présenter ces réalités, ces enjeux de sa communauté. Donc, malheureusement, il y a des places où les organismes n'ont pas accès et où ils ne seront pas entendus pour faire comprendre leur réalité. Puis cette réalité-là va être mieux comprise par les élus locaux, les partenaires locaux, mais ne se rendra pas à des rassemblements plus nationaux. Donc, ils ont difficilement accès à partager cette voie-là.
Au niveau de l'interférence, on entend aussi pour la majorité des organismes, en fait, pour tous les organismes qu'on a sondés, ils trouvent que le milieu philanthropique, souvent, les fondations, les critères sont abstraits à leurs yeux. Il y a une difficulté à saisir les critères, les thèmes précis. Donc, l'approche qu'on nous a partagée, c'est souvent de déposer le même projet à plusieurs fondations pour voir où et quand va arriver le fit. Donc, parfois, on me parle de présenter 30 fois le projet pour avoir un soutien. Bon, donc, on comprend que ce n'est pas toutes les ressources qui ont le désir et l'énergie pour faire ce type d'approche-là. Puis, ça peut être aussi assez démobilisant d'avoir plusieurs réponses négatives. Donc, cette difficulté-là à comprendre c'est vers quoi veut aller les fondations, on le voit aussi beaucoup vers les dons que fait le milieu privé. En opposition, le soutien local est plus facile, se fait de façon plus informelle, qu'on pense à des regroupements religieux, des entreprises privées locales, mais ça va être souvent des plus petits montants, un peu moins structurels, puis le côté informel peut amener peut-être un manque des fois, favoriser certaines personnes qui sont déjà connues par l'entreprise locale, des choses comme ça, tandis qu'on passe par un processus plus formel, il y a une certaine équité qui est un peu plus assurée. Donc, ultimement, en fait, quand on parle de fragilité, juste avant de passer à la dernière diapo, quand on parle de fragilité, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les organismes constatent que même s'ils réussissent à avoir le soutien d'une fondation, du milieu philanthropique, parce qu'ils ont trouvé le fit avec le projet, un coup que ce soutien-là va être terminé, parce que souvent le milieu philanthropique soutient sur une courte période, qui va être le second pour prendre le relais? Donc, est-ce qu'on retombe dans la dynamique de s'adresser à plusieurs portes? Est-ce qu'on a le temps d'ici là à établir des lignes? Donc, il y a souvent ce souci-là aussi de tant mieux qu'on réussit à trouver une fondation qui soutient notre initiative, mais après, qu'est-ce qui va se passer après par exemple, dans le cas de Mission Inclusion, les 3 ans où on peut être là? Donc, il y a ce souci-là aussi qu'on peut anticiper, qui peut freiner même des organismes à déposer des projets d'ampleur quand ils savent que le projet ne peut pas durer seulement 3 ans. Donc, est-ce qu'on veut créer un besoin qui commence à répondre à un enjeu pour après arrêter soudainement? Donc, il y a cette fragilité-là aussi dans la confiance, dans le soutien qui peut se faire. Ce qui nous a amené, en fait, à travers ces constats-là, ces échanges-là avec le milieu communautaire, à réfléchir à différentes pistes d'action. Constatant que nous, on est non intentionnel, on attend les appels à projets, on attend que les projets soient déposés, mais que malheureusement, on voit une redondance puis un manque de représentativité dans les projets qui nous sont présentés. Est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus proactif, aller prendre les devants, aller vers les organismes pour être mieux connus, mais tout en respectant le fait qu'on veut que les projets viennent de la base puis qu'on n'influence pas finalement ce qui va être soutenu ou ce qui ne sera pas soutenu, mais ça peut provoquer cette réflexion-là, en fait, pour être certain qu'il y a certains enjeux qui nous échappent pas. Par contre, si on fait ça, est-ce qu'on ne va pas se faire dire non de toute façon parce qu'un organisme ne voudra pas déposer un projet auprès de nous, sachant qu'on est peut-être le seul partenaire financier qui va embarquer? Donc, est-ce que de toute façon, donc, d'où l'idée de solidifier. Ça se voit de plus en plus travailler entre fondations, travailler entre bailleurs de fonds pour s'assurer un certain relais, une certaine vision à long terme, toujours en respect des ADN des différents bailleurs de fonds, pour permettre une initiative sur le plus long terme. On le sait, j'ai des exemples surtout à Montréal, mais on a pu le voir avec le bâtiment 7, on peut le voir avec Centraide du Grand Montréal et le PIC. Probablement qu'il y a des exemples aussi en dehors de Montréal que moi, je ne connais pas, mais on le voit de plus en plus, mais travailler avec nos semblables pour finalement réussir à maintenir une certaine, solidifier un peu cet aspect-là. Et pour terminer, une réflexion, évidemment, il y a encore pertinence et intérêt à aller vers le milieu communautaire en dehors des centres urbains pour voir comment eux verraient ça, comment on peut améliorer ces partenariats-là. Et aussi, est-ce que le milieu philanthropique n'aurait pas la légitimité d'interpeller, de solliciter d'autres acteurs comme les gouvernements, les milieux des affaires, les entreprises dans ces milieux ruraux-là, pour pas non plus seulement travailler entre fondations, mais aller chercher d'autres acteurs qui peuvent assurer une certaine pérennité à ces initiatives-là. Puis, encore une fois, la compréhension, ce qui nous a beaucoup été nommé, là, donc la difficulté de comprendre les exigences, les critères du milieu des fondations. Donc, travailler ensemble aussi pour être mieux compris un et l'autre, faciliter cette certaine communication-là, nuire, en fait, pas nuire, mais travailler sur les interférences que les organismes nous ont nommées.
Excellent. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. C'est très clair. Je donnerai donc la parole à Hélène de la Fondation Dufresne-Gauthier. Merci Jean-Marc et merci à ceux qui m'ont précédé. Je vais essayer de nous amener un peu avec notre vision dans les champs qui nous occupent. Donc, Jean-Marc le soulignait, la Fondation Dufresne-Gauthier existe depuis 20 ans et travaille avec les organisations communautaires à essayer d'assurer le plein épanouissement des enfants, des jeunes, mais parfois pour aider les jeunes, ben, il faut aider aussi les familles puisque ce sont l'environnement dans lequel ils évoluent pour la plupart d'entre eux. On travaille au Québec et en Mongolie et avant qu'il y ait plein de questions dans le chat qui se manifestent, pourquoi la Mongolie? Je vous dis que je réponds tout de suite en disant qu'on a mon conjoint de l'époque, Daniel Gauthier, et moi-même avons adopté 2 filles de la Mongolie. Alors, comme on ne pouvait pas toutes adopter les enfants vulnérables là-bas, on a décidé de soutenir quelques organisations qu'on peut appeler communautaires, là, même si ce n'est pas l'équivalent de ce qu'on connaît au Québec, là, mais c'est la raison pour laquelle on est présent en Mongolie. Alors, on est là dans le temps long. Il y a certaines organisations qu'on soutient depuis plus de 15 ans. Alors, quand on commence une relation avec une fondation, généralement, si la confiance est là, si le dialogue est là, la relation va s'étirer dans le temps aussi. Nos dons peuvent varier entre 10 000 et 40 000 $ environ, tout dépendant des besoins, de l'historique, de la capacité de gestion de l'organisation et du nombre d'années de notre relation. Avec le temps, on a aussi compris que soutenir la mission de base des organismes, c'est une bonne façon de les aider à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire intervenir auprès des populations qu'elles desservent. Une fois qu'une partie où les frais de base sont assurés, ils sont vraiment plus à l'aise pour développer puis faire un travail de fond auprès de leur clientèle. Alors, on soutient une grande variété de projets qui va des cuisines collectives à des ateliers parentaux avec les tout-petits, des maisons de jeunes, à des activités culturelles ou de loisirs, des travailleurs de rue, à des gîtes jeunesse. Dans tous les cas, on choisit de financer des projets qu'on qualifie de par et pour. C'est des projets qui émergent du milieu puis qui desservent directement les besoins de ces populations. C'est important pour nous que les participants, ceux auprès de qui les organismes interviennent, puissent aussi influencer la nature de ces projets-là. Puis au début, essentiellement, on était, comme beaucoup de fondations, centrés sur les villes. C'est en fait à l'invitation de Mission Inclusion, dans le temps L'Œuvre Léger, qu'on a été invités à acheter un œil sur la zone périurbaine de Montréal, le nord-ouest de Montréal, Saint-Eustache, Pointe-Calumet, dans ce coin-là. Et c'est là qu'on a décidé d'élargir un petit peu notre horizon. On a découvert que dans ces zones périurbaines, comme j'ai mentionné, le nord-ouest de Montréal, le comté de Portneuf, Haute-Saint-Charles dans la région de Québec, ce sont devenus des lieux où des jeunes familles viennent s'installer souvent à moindre prix. Cette migration entraîne par ailleurs souvent plus pour les mamans, enfin celles qui restent à la maison, souvent sans voiture, de l'isolement, puis une plus grande précarité à certains égards. Pour les organismes communautaires qui interviennent dans ces secteurs-là, le recours aux fondations n'est pas toujours évident. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui font du soutien aux communautés dans ces secteurs-là, puis il n'y a pas non plus de fondations qui ont un ancrage à quelque part dans ces régions-là. Alors, cette absence fait en sorte qu'il y a comme
un facteur où je dirais ils sont plus timides, ces organisations-là, à approcher les grandes fondations. Alors, il faut briser ce mur de verre, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Nous, on ne fait pas d'appel à projet, en fait. On essaie de cibler, puis souvent avec l'aide de grandes organisations comme les Centraides, qui ont une bonne connaissance des milieux et des territoires, on essaie de cibler où sont les besoins non répondus. Puis là, on va vers les organisations, on va vers les gens, puis on dit comment on pourrait vous aider. Puis là, on trouve une façon d'harmoniser un peu l'aide qu'on apporte en regard des besoins qui sont exprimés. On a donc tissé des liens qui se ramifient tranquillement, ce qui nous aide à, je dirais, aider à resserrer les mailles du filet social. Là. Je prends souvent l'exemple, et on s'entend que c'est un exemple théorique, là, mais en ayant une approche un peu territoriale comme on le fait, que ce soit dans les villes ou en zone périurbaine comme ça, on essaie de favoriser le développement de nos jeunes de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, parce qu'on s'entend quand on vit dans un milieu où on est vulnérable en bas âge, on reste vulnérable pas mal tout le long de notre parcours. Alors, comment on peut mieux répondre puis aider dans cet accompagnement-là? On essaie de faire travailler en réseau des entreprises présentes dans un secteur pour que, pas des entreprises, mais des organismes présents dans un secteur pour assurer comme un suivi d'accompagnement dans le long terme. Donc, souvent, dans ces milieux-là, les jeunes, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup d'activités de loisirs, les jeunes sont désœuvrés, il manque parfois de stimulation, puis tout ça entraîne des problèmes souvent de délinquance. L'isolement peut générer des problèmes de consommation, de santé mentale. Alors, on essaie de favoriser l'accès aux services, de faire en sorte qu'il y ait plus de ressources présentes dans les milieux pour aider les gens, puis aller vers eux aussi, parce que, comme je le disais, souvent dans des milieux périurbains, on est isolé si on n'est pas près du village. Puis, alors, il faut trouver des façons de briser cet isolement-là. Alors, il y a certains projets qu'on soutient notamment qui sont faits pour aller faire du démarchage, en quelque sorte, vers des familles qui en ont besoin. Par exemple, en Haute-Saint-Charles, je pense que c'est bien de donner des exemples, ça donne une meilleure idée de ce qu'on fait. Un groupe de parents a commencé il y a quelques années à faire des activités dans les parcs parce qu'il y avait de la délinquance dans les parcs. Ils se sont dit, si on assure une forme de présence puis des activités, bien, ça va occuper les jeunes puis ça va peut-être réduire la délinquance. Je m'excuse, j'ai perdu mon écran, le revoilà. Alors, avec le temps, les services sont développés. La Ville a fourni des locaux à ce groupe de parents-là. Avec notre aide, ils ont pu engager une première coordonnatrice à temps partiel qui est devenue maintenant à temps plein. Et maintenant, l'organisme a été reconnu par le ministère de la Famille. Alors, c'est une façon qu'on... puis je ne dis pas qu'on était seuls là-dedans. Au départ, il y avait les parents qui avaient identifié ces besoins-là, mais en assurant un suivi sur plusieurs années puis en aidant les organismes à se développer, bien, on assure aussi une certaine solidité à l'organisme, puis ça lui permet d'assurer sa mission, sa vocation, puis d'aller chercher du financement supplémentaire. On a aussi, au fil du temps, créé des liens avec des organismes qui nous permettent de toucher des communautés plus éloignées. Vous avez peut-être entendu parler du groupe Execo, par exemple, qui intervient auprès des Premières Nations dans le respect de leur culture, de leurs traditions, sur des territoires qui nous seraient pas possibles, où il ne nous serait pas possible d'intervenir directement. Alors, en soutenant Execo, bien, on permet aussi d'apporter du soutien à ces communautés-là où on sait que les besoins sont nombreux.
Enfin, ce qu'on fait plus récemment, puis ce qu'on souhaiterait continuer à développer, c'est soutenir et favoriser la mobilisation de groupes citoyens, comme par exemple les Mères au front, qui veillent à protéger les prochaines générations contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Ce mouvement en particulier compte des milliers de membres et sympathisants regroupés dans plus que même des milliers, c'est plus de 5000 en un an. C'est quand même assez considérable. Regroupés dans plus de 25 groupes locaux maintenant partout au Québec. Chaque groupe est autonome, mais un bureau de coordination à l'échelle provinciale coordonne les activités, outille les groupes par la tenue de séminaires ou de conférences et supporte la mobilisation en fournissant des éléments de communication. J'aimerais terminer en disant que nous sommes une fondation familiale privée, alors on part de nos valeurs, puis moi j'ai vraiment la croyance profonde de notre interdépendance au sein de la société comme humain, comme humanité, mais aussi à plus large échelle au sein du grand écosystème planétaire. Alors, on cherche à multiplier les interactions entre les organismes que nous soutenons et de même les autres fondations qui composent notre réseau philanthropique. Et nous croyons qu'ensemble, nous sommes plus forts et que nous avons tous à apprendre des uns des autres. La pandémie a été riche d'enseignements. Pour mieux aider les organismes, nous avons largement simplifié la reddition de comptes habituelle et nous avons développé la pratique d'évaluer nos projets en groupe. En réunissant 6 ou 7 organisations ensemble pour évaluer leur travail, on aborde les difficultés rencontrées et surmontées, les enjeux pressentis et les solutions mises de l'avant. Dans cette dynamique, les plus petits organismes apprennent des plus grands. Ceux de la ville apprennent de ceux des campagnes et vice-versa. Les échanges sont riches et dépersonnalisés. Cela favorise l'écoute et la bienveillance et un réseau de support. Nous, on apprend plus de cette manière, plus que si on rencontrait les organismes un à un. On sauve du temps, puis la dynamique est plus enrichissante pour tous et moins stressante. Il y a vraiment un effet d'émulation, les organisations deviennent apprenantes, puis je nous inclus donc dans ce partage d'informations et d'apprentissage. La relation de confiance et d'écoute qu'on a établie avec les organisations nous met tous sur le même pied. On a compris qu'au-delà du chèque, nous pouvons faire beaucoup en développant une relation égalitaire où nos partenaires se sentent libres d'exprimer aussi les succès, mais aussi les difficultés. Ils trouvent chez nous de l'attention et de l'ouverture à se repositionner, se réajuster et ce, en continu. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Donc, on a fait un premier survol autour des organisations. On a vu, tant avec Jonathan et Hélène, qu'il y avait des éléments là, en termes de défis, de conditions pour pouvoir travailler, mais aussi des potentiels. On a moins entendu du côté de Sylvain et Rouen-Louis, là, quelles seraient peut-être les attentes ou les situations qu'on rencontre du côté des organisations sur le terrain par rapport aux fondations. Alors, avant que vous preniez la parole tous les deux, là, je rappelle qu'on rentre dans la deuxième phase. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir vos caméras et nous faire savoir si vous avez des questions ou des commentaires. Comme ça, on peut alimenter avec vos propos le questionnement et l'adresser aux panélistes. Donc là, je renvoie un petit peu à Sylvain et à Rouen-Louis autour de le point de vue du côté des organisations rurales. C'est quoi que vous voyez comme étant les difficultés, les obstacles, l'intérêt, l'importance de pouvoir travailler avec des fondations? Tu y vas, Sylvain, ou j'y vais? Je peux dire 2 ou 3 mots et ensuite tu interviens. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ont été soulevées et qui interpellent les organisations. La question était pourquoi soutenir des initiatives, notamment en dehors des grandes métropoles. Parce que l'idée, c'est que dans les grandes métropoles, il y a du soutien, mais ce soutien est moins pressant en dehors des grandes métropoles.
Alors, pourquoi soutenir certaines initiatives? Évidemment, la question, c'est qu'on est dans une situation de transition et cette transition affecte les communautés locales et les affecte souvent négativement parce que les communautés locales ne maîtrisent pas les éléments de cette transition alors qu'on pourrait aller vers une transition sociétale et écologique qu'on pourrait davantage maîtriser. Alors, Sylvain a tout à l'heure indiqué un certain nombre de choses et j'ai retrouvé dans ce que les représentants des fondations ont dit certains éléments. Par exemple, toute la préoccupation sur la durée. La question de la durée est fondamentale parce qu'on peut développer des super beaux projets qui sont financés pendant 2 ans, 3 ans, et après, qu'est-ce qui se passe? On sait pertinemment qu'il y a des projets de développement quand les problèmes sont importants, mais les projets de développement ne se matérialisent pas en termes de résultats après 3 ans. Ça prend du temps. C'est des changements qu'il faut mettre en place et ces changements prennent du temps. Alors, évidemment, la question de la durée est quelque chose d'essentiel et cette idée qu'une fondation commence à travailler avec une communauté ou une organisation et reste avec cette organisation pour favoriser cette pérennité me paraît quelque chose d'essentiel. Et c'est un problème majeur. La deuxième question qui a moins été abordée, mais qui dans le cas des organismes en milieu rural est importante, c'est la question de la relève. On a beaucoup parlé, ce n'est pas le cas de Saint-Camille, mais dans plusieurs endroits du syndrome TLM, hein, toujours les mêmes. Et les TLM, à un moment donné, se fatiguent. Et quand ils se fatiguent, mais là, même si à un moment donné, les projets ont été intéressants, mais ils déclinent. Alors, favoriser la relève est quelque chose d'absolument essentiel. Et là, ça veut dire disons, la relève au sein même des communautés et des collectivités, mais aussi d'amener de nouvelles forces, de mobiliser des ressources qui souvent se doivent être extérieures parce que les communautés n'ont pas toutes les ressources, sinon ils n'auraient pas de problèmes, il n'y aurait pas de besoins. Alors, ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi essentiel. La troisième chose qui est importante, et je pense que dans le cadre des ateliers de savoir partager, on le voit très bien, c'est la notion de flexibilité. C'est-à-dire de partir des besoins et construire des projets en fonction de ces besoins et non pas en fonction des normes qui homogénéisent disons, une conception du développement, alors que les problèmes ne sont pas les mêmes. Et nous, quand on travaille, par exemple, avec Saint-Camille, avec Petit-Saguenay ou avec Bellechasse, on voit très, très bien que les problèmes ne sont pas les mêmes, que les aspirations ne sont pas les mêmes, et que si on veut soutenir des innovations, et des innovations sociales notamment, il faut tenir compte des expérimentations qui se font dans chaque communauté. Alors, l'idée des communautés me paraît à retenir, mais en fonction d'un support à l'action collective, au leadership, dans une perspective de durée, de relève et de flexibilité. Sylvain, est-ce que tu... Mais Juan-Louis, tu dis toujours tellement bien les choses qu'après ça, c'est difficile de rajouter des choses, mais ce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de mentionner. Au départ, lorsque je présentais un peu les chantiers, pour nous, un chantier, ça dure plus longtemps que 2 ans, 3 ans. Même, on les regarde souvent sur une durée de 10 ans. On sait par expérience que pour faire changer les choses, ça prend du temps. Alors, depuis... Sylvain, tu pourrais donner l'exemple du Rang 13, par exemple. Oui, oui, effectivement, ça a été un projet qui a pris 7 ans et
de trouver des bailleurs de fonds, c'était très difficile. Au départ, oui, pour quelques années, mais après ça, ça a été du volontariat de la part des gens pour amener ce projet-là à terme. Alors, ça pose une difficulté. Et moi, ce que je vois, en tout cas, avec les fondations, c'est toute cette écoute, cette attention, cette bienveillance et ce partage de valeurs qui rejoignent beaucoup les communautés rurales. Ça rejoint les villes aussi, j'en suis certain, mais moi, je suis très sensible, en tout cas, par exemple, à ce que Jonathan disait tout à l'heure. C'était tout doux à l'oreille de dire, ben, on travaille en fondation pour du plus long terme. Alors, juste ce travail-là de dire, oui, peut-être qu'il peut y avoir quelques fondations qui aient du relais pour faire en sorte que les projets qui nous mènent vers de l'innovation, on sait que ça prend du temps. Alors, s'il y a déjà cette structure-là, ben, je pense que c'est important. Et ça amène, je terminerai avec ça, je cherche le nom, mais c'est de répertorier les fondations qui sont sensibles aux communautés rurales ou aux régions. Parce que je me rappelle, lorsqu'on était allé chercher notre numéro de charité il y a quelques dizaines d'années de ça, on avait un catalogue qui était très épais, puis on se disait, mon Dieu, on ne saura pas à quelle porte sonner. Mais finalement, il y en a très peu avec qui on a pu vraiment échanger et dire « Ah, ça cadre » et tout ça. Alors, juste de pouvoir avoir un bon répertoire des fondations qui ont le goût de co-construire avec les communautés, ça serait déjà beaucoup, là. C'est un des défis, je pense. Oui, et ça rejoint une des questions que Jonathan avait mentionnées, c'était de comment établir la communication ou du moins entendre parler des projets qui sont portés par des initiatives en région, parce qu'en milieu urbain, il y a comme une certaine facilité, les réseaux, on se communique, on rencontre beaucoup, on est sur la même scène, même des fois en compétition pour subventionner des projets, alors qu'en région, comme Jonathan le disait, on n'entend pas parce que ça se rend à l'élu, ça se rend à des gens qui sont au niveau régional, mais ça ne remonte pas vers des réseaux nationaux, ou du moins ça passe moins important dans les enjeux, dans les débats, dans les projets qui peuvent émaner par exemple des grands centres. Alors comment est-ce qu'au niveau rural, vous pouvez peut-être vous arranger, ou est-ce que toi tu partages cette idée que votre voix n'est pas entendue? Ben, je crois qu'un événement comme aujourd'hui, par exemple, ça permet justement de notre côté à réfléchir à cette dimension-là. Parce que c'est sûr que nous, la manière parce qu'on travaille aussi avec les projets gouvernementaux, en fait, tout ce qui peut coïncider ou être complémentaire à nos objectifs de vitalisation, d'attractivité. Et le fait de pouvoir s'ouvrir et entendre les fondations qui ont de l'intérêt pour les territoires. Et moi, c'est ce que j'entends depuis le début et depuis qu'on travaille avec les fondations. Et c'est un grand plaisir de travailler avec les fondations aussi, parce qu'on a des gens avec qui discuter, où on partage des valeurs très similaires. Il y a beaucoup d'écoute. Alors moi, j'ai un grand plaisir à voir cette richesse-là qui est là et qui peut nous amener aussi, tantôt je parlais du croisement des savoirs, mais les fondations ont une richesse de bagages, d'expériences qu'ils ont aidé, qui pourraient nous aider, nous, dans notre recherche d'innovation, de faire autrement, pour amener justement plus d'humanité. Hier, je me promenais en forêt, puis je dis, tiens, c'est quoi la philanthropie? Et là, je voyais que c'était l'amour de l'humanité. J'ai dit, ma foi, c'est bon, c'est beau, c'est ce travail, c'est prendre soin, en fait, de l'humanité. Et quand tu as une approche inclusive, je crois, au niveau du développement,
Ben, il y a plein de gens qui travaillent dans cette direction-là. Madame Dufresne, tout à l'heure, dans son exposé, c'est ce qu'elle a fait ressortir très bien, là. Tout à fait. J'ai deux questions qui viennent de la salle. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez la poser directement. Donc, il y a Talar Agopian du Conseil des arts de Montréal qui nous demande, selon vous, quels sont les enjeux en développement philanthropique, donc ressources humaines, matérielles, besoins de formation, pour les OBNL qui sont basés en milieu rural comparés à ceux qui sont dans les régions métropolitaines. Donc là, ce serait quoi les différences qu'on peut rencontrer entre besoins à la fois organisationnels, mais peut-être plus que cela, là? Est-ce que déjà dans les, par exemple, Mission Inclusion et la Fondation Dufresne-Gauthier, est-ce que vous voyez déjà dans le support que vous donnez aux organisations rurales, urbaines, des différences, ou est-ce qu'au fond, on se retrouve à peu près sur les mêmes plateaux, les mêmes plates-bandes? Ben, si je peux me permettre, je pense qu'on a vu arriver des problèmes dans les régions qui étaient connues à Montréal depuis longtemps. Je pense aux questions d'immigration, par exemple. Depuis 20 ans, il y a des choses qui sont accélérées. On est présent, comme je le disais, dans la région de Québec. On a vu l'immigration arriver dans la région de Québec de façon beaucoup plus parcimonieuse, je dirais. Puis, à un moment donné, il y a eu quelques grandes vagues. Moi, je pense que c'est en mettant les organismes en relation. Il existe le modèle des tables de concertation, souvent par région ou par secteur, mais dans ce type de rencontre-là, les gens sont là pour se partager la tarte, finalement. Alors, ce n'est pas toujours des dynamiques qui sont très constructives parce qu'on part d'une enveloppe budgétaire, puis on essaye d'avoir le meilleur plaidoyer pour avoir la plus grosse portion de la tarte. Alors que si on part des enjeux, puis si on met des organisations, je dirais, un petit peu plus matures, celles qui ont fait face à des enjeux qui apparaissent dans des nouveaux milieux, bien, là, il y a comme un effet qui peut se produire de dialogue puis d'échange d'expérience et d'expertise qui peut être très enrichissant. Alors, Daniel. Merci à Mission Inclusion, Daniel Fillon. Merci beaucoup, Hélène, pour ton récit d'une stratégie que vous avez de permettre aux organismes d'être en groupe, faire un travail d'évaluation. Je trouve que c'est une magnifique idée. Ça me donne des idées, en tout cas, pour les organismes qui sont soutenus par Mission Inclusion. À la question qui est dans le chat sur si on voit des enjeux différents là, dans le développement philanthropique entre villes et régions ou villes et milieux hors métropole, il me semble qu'il y en a beaucoup. Jonathan vous faisait part de notre sondage qu'on a fait l'an passé à tous nos organismes. Puis récemment aussi, on était au téléphone vraiment dans le cadre de cette présentation-là pour avoir des informations plus en profondeur de nos organismes là, sur le lien avec la philanthropie. C'était super instructif, mais sinon, les besoins sont toujours plus grands, je vous dirais, dans tous ces domaines-là. Vite fait, là, dans les ressources humaines, ça fait longtemps que les organismes hors ville nous mentionnent des besoins criants en ressources humaines. Là, on voit depuis 1 an ou 2 un gros manque dans les régions métropolitaines, mais on l'entendait déjà, des organismes qui partagent des offres d'emploi où est-ce qu'il y a deux CV qui arrivent pour des intervenants dans des ressources, dont un qui n'est pas pertinent. Fait que ça fait longtemps que ce problème-là est vécu, en tout cas dans des régions avec lesquelles on travaille. Matériel, c'est majeur. Jonathan en a beaucoup parlé dans la présentation en besoin de fonds, autant pour la mission que pour des projets en particulier, avec, comme on a dit, puis on a entendu des fois une méconnaissance du grand monde philanthropique. C'est assez surprenant en région. Ce qu'on voit, nous, parce qu'on a accès aux documents que les organismes nous donnent, comme par exemple les états financiers en région, des fois, on voit qu'on est la seule fondation comme bailleur de fonds dans un organisme, alors qu'à Montréal, on peut être 20 pour un même organisme. Puis on a posé des questions aussi à nos organismes. Comment vous nous avez connus? Tu sais, juste pour voir d'où ça vient. Pourquoi? Est-ce que vous connaissiez le cardinal Léger?
C'était quoi le lien? Puis là, il y a toutes sortes de manières, mais des fois, c'était vraiment un hasard qui faisait que les organismes tombaient sur nous. Puis dans les besoins de formation aussi, c'est quelque chose où on voit qu'il y a plus de difficultés à avoir accès à des formations puis à du renforcement organisationnel. Ce qu'on offre en région, mais on sent là, pas juste on sent, on constate que c'est plus dur d'avoir accès à des formations puis à toutes sortes d'événements qui vont faire en sorte de favoriser le partage des savoirs. C'est ça il y a beaucoup de différences là, dans ce qu'on peut voir avec les organismes qu'on soutient, la mission Inclusion. Excellent. Jacques, est-ce que tu vas en profiter pour poser ta question ou c'était un commentaire par rapport à... J'avais le goût de... Oui, j'avais juste vas-y, fais les deux à ce moment-là. Parfait. Plutôt, ouais, la question, vous l'avez vu dans le chat, là, la question que je posais aux panélistes, c'est où voyez-vous la place ou la part de la finance sociale dans le développement de la ruralité? Est-ce que, puis bien sûr, quand je parle de finance sociale, bien sûr, celle des fondations, est-ce que ça, dans vos organisations, il y a déjà eu une réflexion, c'est ça, sur l'utilisation de vos actifs là, au service là, du développement des communautés là, en milieu rural? C'est la première question. Et la deuxième, j'ai peut-être le goût de le mettre aussi à la réflexion des panélistes, mais de tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'on est plusieurs à avoir fait le constat qu'il y a une inégalité du partage des ressources là, entre les grands centres urbains et les milieux ruraux. C'est un constat qui a été fait depuis longtemps. Là, je pense que j'ai quelques-uns d'entre nous. C'est vrai dans le milieu philanthropique, mais c'est vrai aussi au niveau du financement étatique. Il faut le voir là, que ça aussi, il y a iniquité. Je vais juste peut-être vous rappeler qu'il y a plusieurs fondations qui ont participé là, aux consultations là, sur le plan de Luc, pas le plan de Luc, mais le plan de soutien à l'action communautaire autonome. Puis je sais que plusieurs ont repris cet enjeu-là, puis ils l'ont déposé à l'État en disant qu'il est important qu'on puisse réfléchir autrement, là, puis réintroduire une plus grande équité. Puis moi, je suis un dessus qui dit, voilà, est-il pas un effort à faire, là, parce que c'est pas normal que, voilà, c'est ça, quand tu es en région, ça ne coûte pas moins cher, là, se loger, se nourrir, puis se développer, ça coûte même plus cher se nourrir, puis dans bien des cas, se déplacer. Fait que là, et ça, on le voit là, je trouve qu'il y a une réflexion à faire dans nos pratiques, nous, philanthropiques, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un rôle de plaidoyer aussi de la part du milieu philanthropique à faire auprès de l'État pour l'inviter à ajuster le tir là, pour qu'il y ait une plus grande équité au niveau de ses soutiens. Excellent. Donc, tu avais quand même posé une question sur finances sociales et en situation de milieu rural, là, ou la ruralité. Donc, est-ce qu'à travers vos fondations, Mission Inclusion et Fondation Dufresne-Gauthier, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la finance sociale pour supporter des projets d'initiative qui seraient en région? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore rendu là dans le cheminement réflexif? Chez nous, on n'en fait pas encore. On a créé un comité issu de notre conseil d'administration pour voir effectivement si on ne pourrait pas utiliser une partie de nos fonds pour faire l'investissement social, au-delà de juste contribuer à la mission ou soutenir des projets. Mais ce n'est pas une réflexion qui est mûre encore. Est-ce que vous êtes interpellé dans ce sens-là à votre fondation ou c'est pas encore là, même au niveau de la demande? Non, on n'a pas reçu de demande dans ce sens-là de façon formelle. Non. Formelle, c'est ça. Parce qu'il faut bien l'avouer, le dialogue commence à peine avec le milieu rural. Donc, ça peut expliquer aussi. Daniel, tu avais la main en réponse à cette question? C'était juste, puis c'est exactement comme Hélène, il y a un début de réflexion sur ça, c'est embryonnaire à Mission Inclusion. Puis comme on n'est pas annoncé comme en faisant, on n'a pas de demande dans ce sens-là non plus. OK. Il y avait un commentaire de Sonia Racine dans le chat qui disait faire attention parce qu'il y a des tables de concertation là, qui sont beaucoup dans la mobilisation, la mutualisation, le croisement des perspectives, l'établissement de visions communes de changement, etc. Donc, il ne faut pas non plus voir ça comme uniquement un lieu où on redistribue des fonds, où il y a de la compétition. Donc, il peut y en avoir, ça peut exister. Ça, on sait, le communautaire est un espace aussi qui a ses réalités.
mais il y a aussi d'autres fonctions qui sont présentes à l'intérieur de ces tables. Une question de François Brouard, donc de l'Université Carleton. Est-ce que la COVID et le déplacement en région de certaines personnes, là, comme on l'a vu avec un certain départ des grands centres, là, aiderait à une meilleure répartition des ressources, ou en d'autres mots, est-ce que les gens vont en région, mais pour continuer à être attachés aux grands centres? Ben, moi, j'habite la région de Charlevoix, là, à Baie-Saint-Paul plus précisément, puis effectivement, il y a vraiment, on sent vraiment là, une vague de nouveaux arrivants, souvent jeunes professionnels. Et je dois dire que j'ai vu arriver dans des petites organisations culturelles ou communautaires l'arrivée de gens très dynamiques, là, mais est-ce que je ne peux pas dire que ça se transforme tout de suite en des nouveaux postes, là. Mais ce sont des gens qui ont à cœur de s'impliquer puis qui le font dans toutes sortes d'OBNL. Est-ce que ça participera éventuellement au développement de ces organisations-là? C'est encore à voir. C'est encore à voir. À Sainte-Camille, est-ce que vous l'avez observé? Bon, je vois Juan Luis qui lève la main. Oui, je voulais juste, je vais laisser Saint-Camille à Sylvain, mais on a fait une recherche il y a quelques temps sur l'arrivée des néo-ruraux. Hein? C'est comme ça qu'on les appelle. Et j'imagine que l'effet COVID va intensifier ce phénomène. La question est comment faire en sorte que les néo-ruraux s'inscrivent dans les processus qui sont en cours dans les milieux locaux et ne viennent pas, disons, soit déstabiliser les processus en cours, voire même intensifier les fractures. Parce que les intérêts des néo-ruraux qui arrivent avec souvent des revenus plus importants, avec des demandes en termes de services plus importants ou différents, pas seulement plus importants, mais différents, qui vont, disons, avoir un effet sur la valeur foncière, sur la disponibilité des habitations et tout ça. Et ça peut avoir des effets négatifs. Mais ça peut aussi avoir des effets positifs si tout cela est canalisé vers un processus collectif. Et je pense que l'expérience de Saint-Camille sur ces plans est exemplaire. Alors, moi, je vais laisser Sylvain parler de cette expérience exemplaire. On ne pouvait pas douter, Juan Luis, que tu dises que Sainte-Camille n'était pas exemplaire. Ça, c'était difficile. Mais le rang 13, c'est toi qui en as parlé. Là. Sylvain. Le micro. Ton micro, Sylvain. Oui, bon, ce que j'allais dire, c'est que Juan Luis a une vision très positive, je dirais, de notre développement, mais en lien avec la question du développement démographique, parce que c'est un peu notre obsession, si vous voulez, vous l'avez compris, on voulait garder notre école vivante et ça nous a amené à des projets comme le projet du Rang 13 où ça a permis l'installation de 25 nouvelles familles. Il y a de ça maintenant proche 7, 8, 10 ans. Et ça a été vraiment tout un renouveau pour notre communauté. L'école avait assez d'enfants pour s'assurer une continuité. Mais ce qu'on a vu, c'est que ces gens-là arrivaient avec des entreprises, arrivaient avec des savoirs, ils ont créé des emplois, ils se sont impliqués dans les organisations. Ça a été toute une relève au niveau de l'implication dans la société civile, dans la politique, au niveau de l'école, les 3 grands piliers qu'on regarde de près chez nous. À l'école, c'est le conseil d'établissement, c'est l'OPP. Alors, ils se sont impliqués partout. Et au départ, on se disait, bon, comment ça va se croiser avec les anciens, les nouveaux, les néo-ruraux, comme Juan Luis les appelle.
Et finalement, on s'est rendu compte que c'était à l'école que ça se passait, que les enfants avaient beaucoup moins de préjugés que les grands peut-être, et que c'est là qu'il y a eu toute une appropriation du milieu de vie et que les gens ont travaillé ensemble, toujours dans cette idée de communauté. Et juste pour, justement, dans le cadre des ateliers des savoirs partagés, il y avait à un moment donné justement les nouveaux arrivants qui s'inquiétaient de leur intégration. Ils disaient, ben écoutez, on ne connaît pas les aînés. Puis les aînés disaient, ben nous, on ne les connaît pas, les nouveaux arrivants. Et avec les ateliers, on a eu des projets. C'est là qu'on a démarré l'idée de petits chantiers. Et on a, entre autres, un chantier qui s'appelait Mémoire, reconnaissance et qualité de vie, où on a photographié tous les plus jeunes enfants. Notre âge médian était à 37,9 à ce moment-là. Alors, on a pris les 37 plus jeunes et photographié avec les 37 plus vieux, avec un échange d'objets et de valeurs. Et à partir de là, puis on l'a fait avec nos 9 communautés du Mali aussi, au même moment. Alors, ça a permis vraiment de se rencontrer, alors de créer des espaces de rencontre, que ce soit avec les anciens, les nouveaux, que ce soit avec des chercheurs, que ce soit avec des fondations. Je crois que ces espaces de dialogue-là sont vraiment très importants pour le développement, non seulement du milieu rural, mais de toute organisation en milieu urbain, dans les quartiers. Puis on a à partager justement ces trouvailles qu'on fait ou ces idées qu'on met de l'avant. Et c'est pour ça que je vais compléter avec ça, ce que je trouve important, en tout cas, une idée comme ça, au niveau des fondations, nous, on se disait au niveau de notre petite organisation à Saint-Camille, si vous voulez, comment c'était important de ne pas perdre de vue la recherche et le développement, même si on est des petites au BNL, de dire ben ça doit faire partie du b.a.-ba de notre vécu. Et je me dis, pour les fondations, sans doute que ça se fait aussi, ce volet-là, mais c'est que ça nous permettrait, par exemple, de mieux connaître les temps de changement. Est-ce que ça prend 7 ans? Est-ce que ça prend 8 ans? Est-ce que ça prend 10 ans lorsqu'on investit? Ça pourrait être très aidant pour nous sur le terrain de dire, ah OK, il y a des recherches aussi qui sont faites à l'intérieur des fondations. Il y a des montants d'argent qui sont préservés pour justement alimenter la recherche et pouvoir le partager avec l'ensemble des gens qui reçoivent votre support financier. Alors ça pourrait être des pistes aussi pour nous aider à mieux se concerter, mieux dialoguer et co-construire ensemble. Voilà, merci Sylvain. Dans le chat, il y a Nancy Charland de Centraide Québec Chaudière-Appalaches qui avait un témoignage intéressant à partager. Il est un peu long. Je me demandais si, Nancy, tu pourrais juste nous parler un peu de l'expérience de Centraide Québec et surtout du lien avec la région, là, pour voir comment vous intervenez. Ton micro, voilà. Oui, avec un micro ouvert, ça ira mieux. Bonjour tout le monde. Oui, tout à fait. Donc, ça me fait plaisir d'expliquer mon commentaire. On intervient en fait dans toute la capitale nationale, donc de Portneuf à Charlevoix, en Chaudière-Appalaches, de Lotbinière à Lillet et jusqu'aux frontières avec les États-Unis, mais au Bas-Saint-Laurent également, du Kamouraska jusqu'à Matane et la Matapédia. Donc, on soutient environ 275 organisations communautaires, soit à portée locale ou à portée régionale ou sous-régionale, donc et de différentes tailles. Donc, ce qu'on observe, entre autres, je suis comme Daniel, il me semble qu'on observe beaucoup de choses dans les régions rurales ou semi-rurales, semi-urbaines. Il y a, entre autres, le fait que pour les organismes communautaires, c'est parfois difficile d'avoir les moyens de leurs ambitions. C'est vrai dans tout le secteur communautaire, mais on observe que c'est encore davantage le cas dans les régions rurales ou semi-urbaines. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons qu'on observe, c'est qu'il y a
parfois une difficulté à convaincre certains conseils d'administration d'améliorer le sort notamment des employés de ces organismes-là, donc de rehausser les conditions de travail. C'est vrai dans tout le secteur communautaire, mais c'est encore davantage vrai en milieu rural ou semi-rural. Donc, la priorité à accorder à améliorer les conditions de travail, parfois dans certains organismes, ça peut venir loin après la prestation de services, puis s'assurer d'offrir différents services à la population. Et on constate, nous, parfois, que dans certaines régions où les besoins sont immenses, je vais nommer Montmagny-Lillet, par exemple, on peine à avoir des demandes, puis on accompagne les organisations dans la préparation de leurs demandes. Or, parfois, puis on leur dit, demandez-nous quelque chose qui va vraiment être structurant pour votre organisation. Or, on se retrouve encore aujourd'hui avec des demandes de 2 000 annuellement ou 3 000, même si on leur dit de ne pas le faire. C'est très difficile à changer comme culture, mais on y met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis on multiplie les rencontres d'accompagnement pour faire ça. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est qu'il y a peu de fondations qui investissent en milieu rural ou semi-urbain. Beaucoup de fondations ont leur siège social dans la région montréalaise. Déjà, dans la région de Québec, on est peu nombreux à avoir notre siège social ici. Quand on va en région, ben, c'est d'autant plus rare, je vais le dire comme ça. Donc, ce à quoi les organismes ont accès, c'est des commandites de grandes entreprises là, qui sont sur leur territoire ou même de petites et de moyennes entreprises qui sont sur leur territoire puis qui ont parfois des enveloppes qui sont réservées au soutien d'actions communautaires. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Nancy. Linda a posé une question qui était liée au développement. Donc, la réflexion autour des capacités et de la vision intégrée du développement local contribue à la durabilité des bénéfices sociaux pour les communautés. À quel moment est-ce qu'on peut savoir que la communauté est désormais capable de voler de ses propres ailes? En fait, je comprends sans comprendre. Là. Peut-être, Linda, tu pourrais juste nous replacer la question. Oui, absolument. Je trouvais que les propos de Ron au début, il avait dit qu'il y avait 3 éléments importants à prendre en compte, notamment les capacités, la réflexivité pour la résilience et bien évidemment une vision intégrée du territoire. Et donc, la question de savoir comment orienter les investissements d'une fondation, c'est une des réponses a été donnée par Madame Dufresne, c'est de dire qu'on va soutenir la mission d'une organisation. C'est-à-dire que ne pas forcément de varier en fait les types d'investissements pour ne pas forcément financer des activités, mais financer les fondations pour permettre à ces communautés-là je ne veux pas dire de s'autosuffire parce qu'on peut financer éternellement, mais de penser aussi à quels sont les types de financements structurels qu'on peut faire pour que les communautés puissent aussi s'autosuffire en fait. C'est ça que Tout à fait, oui. Donc ça rejoint aussi en partie la question de la finance sociale. Là. Comment avoir des projets structurants pour renforcer la capacité d'autonomie et l'indépendance des communautés rurales. Et renforcer l'État, la responsabilité des États aussi. Je pense que quelqu'un qui l'a dit, c'est l'État a un rôle à jouer. Donc souvent on les oublie, c'est un peu de solitude, mais comment les intégrer dès le départ dans la réflexion aussi. Tout à fait. Ça, c'est la question du relais qui est extrêmement importante à travailler. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Hélène. Sur quand est-ce que les communautés sont prêtes à accueillir ou à s'organiser pour faire face à des enjeux qu'elles rencontrent, je pense que les municipalités ont un rôle aussi. Et je vais prendre une expérience vécue à la ville de Baie-Saint-Paul où un jour la municipalité a organisé un grand séminaire qui s'étirait sur 3 jours avec des gens pour animer ça, puis ça s'appelait Inspirer Baie-Saint-Paul et où on a fait vraiment une démarche de co-création, puis on a demandé à la population de participer, même aux enfants dans les écoles de participer en dessinant le Baie-Saint-Paul dont ils rêvaient, puis en imaginant juste où la ville pouvait se retrouver quelques dizaines d'années plus tard. Alors ça c'est des bonnes façons aussi de mettre en marche, je dirais, cet esprit communautaire puis cette vision communautaire. Et
Et je me dis, il y a des fondations en ce moment qui supportent les villes à être plus exemplaires au plan de leurs impacts sur les changements climatiques. Ça pourrait être, je suis certaine qu'il y aurait des fondations qui pourraient répondre favorablement aussi à soutenir des communautés qui auraient cette approche de vouloir nommer et adresser les enjeux qui les concernent en les inspirant et en mettant à contribution l'ensemble des générations au sein de cette communauté-là. Puis je pense qu'il faut donner la parole aux générations présentes et celles, disons, montantes, parce que c'est le monde dans lequel ils vont vivre plus tard aussi. Alors, c'est important, je pense, de les mettre à contribution dans cette espèce d'exercice où on imagine où est-ce qu'on s'en va. Effectivement. Oui, Jonathan. Oui, ben, je voudrais rebondir rapidement parce que je trouve que la question de voler de ses propres ailes est directement reliée pour le milieu communautaire, en tout cas au financement, à la mission. Puis je trouve intéressant parce que pour le projet de Sainte-Camille, ça a été bien démontré là, que au niveau de la démographie, par exemple, ça change, puis il n'y aura jamais d'autres événements pourraient arriver pour que des nouveaux besoins ressurgissent. Puis, donc, pour qu'un milieu vole de ses propres ailes, j'ai l'impression que ça sous-entend que ce soit un milieu agile qui peut toujours avoir la latitude puis la liberté de se réorienter selon les nouveaux besoins, selon la nouvelle réalité au niveau de la communauté dans laquelle il évolue. C'est le propre du milieu communautaire, d'être connecté, enraciné, puis être le premier à percevoir ces soubresauts-là, puis savoir, il y a ça qui s'en vient, il faut qu'on s'ajuste. Et évidemment, c'est beaucoup relié au financement à l'émission qui permet de se tourner de bord rapidement, contrairement à comme le milieu philanthropique le fait beaucoup sur des projets plus ciblés. De notre côté, on se voit toujours complémentaire à l'État où on ne pourrait jamais soutenir une mission sur le long terme parce que en étant une fondation publique, on doit toujours se réinventer, on doit toujours s'engager. Puis c'est à la vision du milieu de la philanthropie, souvent ce qu'il dit, c'est que c'est le rôle de l'État principalement de soutenir à la mission. Et nous, on est là pour aller peut-être où l'État n'irait pas, permettre un peu plus de... Mais un coup que ceci est dit, c'est le beau rôle, mais on croit aussi que c'est le rôle du milieu philanthropique de travailler à ce que l'État, donc porter notre voix au milieu communautaire qu'il porte déjà quotidiennement, là, de réclamer un peu plus d'investissement dans le financement non dédié. Donc, si on considère que ce n'est pas notre rôle, mais c'est notre rôle, par contre, dans une optique de changement social, de voir à ce que les États prennent, donc porter notre voix au milieu communautaire ou à d'autres milieux pour qu'il y ait cet investissement-là plus majeur qui permettrait justement aux communautés d'être plus agiles. Très bien. Donc, je vous invite aussi à consulter le chat parce qu'il y a des informations. Il y a une doctorante de l'UQAM qui fait sa thèse là, sur l'exode des jeunes. On pose aussi une question de l'impact négatif du déplacement des néo-ruraux sur l'abordabilité de l'habitation, donc la spéculation qui se fait. Donc, il y a maintenant Denis Bussière qui aurait une question à nous poser ou un commentaire à faire. Merci Jean-Marc. Denis Bussière, je participe depuis les tout débuts à la coordination des ateliers de savoir partagé. Et en fait, la question, c'est, je me disais, comment on peut poursuivre ce dialogue-là? C'est-à-dire que souvent, dans des colloques comme ça, on rencontre les gens, mais on a des difficultés à faire la suite des choses, là. Pour ce qui est des ateliers de savoir partagé, nous, comme Sylvain l'a souligné tantôt, on est en train de travailler sur un projet qui réunirait 9 communautés rurales à travers le Québec. Et je me disais comment, et dans le fond, ça pose un peu là, aux fondations, je me disais comment on pourrait poursuivre ce dialogue entre le monde rural. Nous, on va être avec, si tout va bien, d'ici un an, avec 9 communautés. Est-ce que ça pourrait se faire par un projet sous la supervision de Philab, par exemple, pour juste faire un portrait de comment interviennent les fondations dans les milieux avec lesquels on va travailler, nous. Dans le cadre de ce qu'on est en train de préparer, est-ce qu'il y a des problématiques, des sujets qui pourraient intéresser les fondations? Il faut dire que les savoirs partagés, c'est
comment je dirais ça, c'est on met ensemble des organisations qui discutent et qui développent des projets, qui s'échangent entre eux. Est-ce que ça, c'est intéressant pour des fondations de soutenir ce genre d'intervention-là? En fait, c'est les questions que j'avais parce que je trouve que ça intéressant, là, tout ce qui est ressorti. Ça m'a fait aussi connaître des fondations que je ne connaissais pas. Je me disais, est-ce qu'il y a moyen de poursuivre et peut-être travailler sur un projet commun? Oui. Excellent. C'est une excellente question. Je me demandais si Lise ne pourrait pas partager un peu l'expérience de la Fondation Saputo en lien justement avec la mobilisation dans le secteur des personnes aînées, âgées, et où il y avait le même genre de problème de rencontre entre les organisations sur le terrain et des fondations. Donc là, vous avez développé une approche pour pouvoir faciliter cette montée en dialogue. Alors peut-être ça pourrait être un premier élément de réponse à la question de Denis. Merci Jean-Marc. Donc, Lise Roche, Fondation Mirella-Lino Saputo, nous, de notre côté, on soutient des initiatives qui se doivent d'être des transformations, des solutions pour les personnes âgées et les personnes handicapées partout au Québec. C'est évident que peu de fondations s'intéressent à ces deux secteurs-là, que ce soit en milieu rural ou urbain. Et on avait de la difficulté dans les projets qu'on faisait à travailler avec d'autres fondations. Nous, on a toujours, on peut financer à 100% un projet, mais on est une grosse équipe de 2 personnes. Fait qu'on apprécie beaucoup de travailler avec d'autres fondations parce qu'on apprend beaucoup en étant avec les autres. Puis, on se rendait compte que, parce que, ajouter à ça qu'on n'a pas de site Internet, en période de pandémie, c'est vraiment le top de la technologie. Fait que c'est difficile pour les organisations aussi de nous connaître. Là, avant, on se rencontrait dans les couloirs, dans les comités, les événements, etc. Mais on se rendait compte que, comme on disait un peu pour le milieu rural, comme d'autres ont partagé des très petites demandes, pas de demandes, des gens à qui on doit des fois dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, je suis là, je peux t'aider, as-tu besoin, on pourrait vous soutenir, puis non, ça ne marche pas. Fait qu'on se dit, OK, comment on fait pour qu'il y ait plus de soutien de la part de la philanthropie subventionnaire dans le secteur des personnes âgées? Fait qu'on a travaillé, on a fait 3 ateliers. Un premier, qui était animé par le FILAB, puis on a travaillé avec Présage, qui est un organisme qui anime des communautés, des organismes personnes âgées partout au Québec, donc qui ont une connaissance sur tout le territoire. Là. Fait qu'on a fait un atelier avec des représentants d'organismes pour comprendre leur lien avec la philanthropie ou leur absence de lien. Ensuite, on a fait un autre atelier avec des représentants de fondations. Vous ne serez pas étonnés, les fondations qui soutiennent pas les personnes âgées n'étaient pas présents. Là, donc, on n'a pas réussi à attirer des fondations qui pourraient soutenir les personnes âgées, puis mettez n'importe quel autre secteur, là, mais par la bande. Là, par exemple, une fondation qui soutient l'innovation pourrait soutenir un projet pour les personnes âgées, mais innovant, là, mais on n'a pas réussi à les rejoindre. Donc, on avait 4 fondations autour de la table. Puis, on a fait ensuite une rencontre avec tout le monde, où on a changé sur ce qu'on avait appris des 2 côtés, puis essayé de voir des solutions. On s'est retrouvés devant des gens d'un secteur qui ne connaissent pas la philanthropie. Certains avaient déjà vu le gros répertoire là, à 700 $, là, mais souvent ne connaissaient aucun outil pour trouver une fondation, mélangeaient c'est quoi une commandite, c'est quoi un don, une fondation privée communautaire. C'était tout une grosse salade. Là. Fait que incapacité à aller vers aussi les fondations. Fait qu'on a établi quelques pistes de solutions, puis on a fait ça à l'automne, puis on a déjà lancé plusieurs choses, là, notamment la semaine prochaine, on fait une rencontre avec, on est un panel de 3 fondations, quelqu'un des caisses là, Desjardins qui est donc là pour parler des dons, et quelqu'un de PME Montréal qui va parler plus du financement par, le terme m'échappe, là. Quelqu'un peut m'aider? La finance sociale, c'est pas la... Finance solidaire. Bon. Non, quand l'économie sociale. L'économie. Merci.
Et donc, on a invité les organismes du secteur des personnes âgées et du secteur des personnes handicapées, et uniquement ceux-là, à venir nous entendre sur comment parler aux financeurs. Puis, on a fait vraiment de la promotion ciblée uniquement vers ces organismes-là. On est rendu à 270 personnes et organisations différentes qui vont être là. Puis, l'idée, c'est de commencer quelque chose, là, parce que pour moi, ça ne pourra pas être que ça, mais il faut commencer une conversation. Puis, il va falloir faire d'autres activités après. On a convenu, d'ailleurs, avec Daniel de Mission Inclusion, puis Mathias, qui est de la Fondation Luc Maurice, de faire une première rencontre qui est bientôt, je pense que c'est dans 2 semaines, mais où on va discuter de comment les fondations qui interviennent dans le secteur des personnes âgées, comment nous, on peut travailler ensemble. Avec Mission Inclusion, puis avec Luc Maurice, on a ce partage que souvent, des deux côtés, quand ils reçoivent des projets qu'ils ne peuvent pas soutenir parce que ce n'est pas les bons délais, parce que nous, on ne fait pas d'appel à projet, là, on reçoit les demandes tout au long de l'année parce que les montants sont trop importants, parce que ça ne correspond pas, par exemple, à leur créneau, parce que chaque fondation a un conseil d'administration et effectivement, avec des critères à respecter, bien, on s'envoie les demandes. Fait qu'il y a matière à des fois de travailler ensemble, mais des fois à juste partager des demandes pour lesquelles on ne peut pas offrir le soutien pour éviter que l'organisme remplisse 15 formulaires pour ne pas avoir de financement. Là, on essaie d'éviter ça aussi. On a commencé un projet de recherche là, avec le FILAM pour voir c'était quoi l'argent qui allait dans ce secteur-là, puis c'était quoi les comparatifs avec d'autres provinces par rapport aux services qui étaient offerts, parce que le secteur des personnes âgées est un secteur qui est beaucoup soutenu par les services aux personnes est beaucoup soutenu par le gouvernement. Fait qu'il faut essayer de voir est-ce qu'il y a des écarts dans les services qui amèneraient des écarts dans la philanthropie, parce que ce qu'on entend beaucoup dans ce secteur-là, c'est que les personnes âgées, ça coûte déjà très, très cher à l'État. Fait que aucune raison de mettre encore de l'argent là-dedans. Là. Fait que est-ce qu'il y a des différences? Fait qu'on commence à faire des activités, mais moi, je pense qu'il faut aller par secteur, mais puis probablement qu'on va trouver les mêmes réponses. Là. Mais probablement que par secteur, il faut aller creuser un petit peu avec les organismes, les rencontrer en groupe, puis voir pourquoi ils ne sont pas là, puis essayer ensuite d'avoir des solutions. Excellent. Donc, merci beaucoup. Tu as répondu à la question de monsieur. Je pense que ça nous permet de voir une démarche, là, qui peut s'adapter et du moins qui vient du milieu des fondations. Peut-être, Jacques, la dernière fois qu'on avait parlé avec les savoirs partagés, tu avais parlé, toi, qu'il faut aussi travailler avec les regroupements. Je pensais qu'il y avait un regroupement d'acteurs du développement local, où je ne me souviens pas là. Oui. Bien, il faut savoir qu'au Québec, depuis plusieurs années, là, il existe ce qu'on appelle le collectif des partenaires pour le développement des communautés, qui tiendra même l'année prochaine des États généraux. Donc, le lancement va avoir lieu d'ici même, là, je pense, quelques jours, là, même c'est la semaine prochaine ou d'ici une semaine ou deux. Bref, là, ça risque de circuler sur vos fils, dans vos courriels. Mais donc, c'est un réseau qui regroupe fondamentalement les grands réseaux d'acteurs qui coordonnent un peu le développement, des initiatives dans les milieux, à la fois milieu rural, milieu urbain, milieu semi-urbain. Donc, ça va du regroupement québécois en développement social, en passant par la Coalition montréalaise des tables de quartier. C'est pour les gens qui connaissent bien. Là, mais donc, il y a beaucoup de monde derrière ça. Il y a aussi les centres de transfert. Donc, on va voir des organisations comme Communagir, Dynamo. Il y a quelques fondations qui se sont approchées de cette initiative-là pour se faire proche puis rester au fait de ce qui se réfléchit, de ce qui bouge. Donc, la Fondation Chagnon, Fondation Beati. C'est vrai que ça pourrait être un lieu, je pense, pour des fondations curieux de s'approcher des acteurs, actrices qui sont au cœur du développement des communautés, comprendre ce qui les intéresse, ce qui les mobilise, les enjeux qui traversent leur pratique. Là, je suis convaincu qu'ils seraient heureux de vous accueillir, de nous accueillir en plus grand nombre parce que ça fait longtemps que cette question-là a été adressée, de dire comment rapprocher le milieu philanthropique des acteurs en développement des communautés. Et puis, je pense qu'on n'a pas réussi jusqu'ici. Alors, c'est vrai que c'est une question. Merci Jean-Marc de m'avoir ouvert la porte. Échapper ça. Voilà, c'est vrai que c'est un lieu qui voudrait la peine d'être investi. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui a travaillé des deux côtés, là, à la fois le milieu, les organisations sur le terrain et les fondations
et les fondations, certaines ont un rôle clé aussi à jouer, ou des organismes qui sont déjà en lien avec des fondations ont aussi un rôle clé à jouer dans la construction de cette conversation, sans oublier que tout ça, ça se fait en complémentarité avec l'État. On n'essaye pas de se dire on veut passer l'État pour amener du financement philanthropique pour remplacer. C'est pas ça du tout qui est l'objectif. Denis, est-ce que ça répond? Je vais prendre, je termine juste, mais je vais prendre sur moi de vous envoyer cette invitation-là aux États généraux, là, au moins une fondation que je connais bien, là, fait que vous pourrez, et je pense que si vous arrivez à trouver un moment, je pense que ça va être une belle occasion de découvrir. Là, je fais un peu de pub pour eux parce que je pense que c'est vrai qu'il y a une rencontre qui tarde à avoir lieu. Là. Voilà. Tout à fait, excellent. Denis, est-ce que ça répond en partie? Est-ce que tu voyais d'autres choses? Oui, un instant. Oui, ça répond en partie. C'est sûr que nous, je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder dans nos rencontres au niveau des ateliers, là, et surtout dans le cadre qu'on travaille sur un nouveau projet, une version 3.0. Donc, on risque de vous revenir là, sur cette thématique-là. Excellent. Puis je pense que ce qui est important aussi dans l'expérience des savoirs, c'est de mettre en lumière l'importance de la recherche. Hein. On le voit avec le TIES pour l'économie sociale, on le voit avec les savoirs partagés dans le cas des communautés rurales. Là. On a aidé aussi avec Philab pour la question des personnes âgées. Donc, il y a une composante recherche avec les cégeps, avec les universités en région là, qui n'est pas à laisser de côté là, dans cette espèce de conversation qui est à construire avec les différents milieux. Alors, il est 15h39. Pardon? Je pense que Mme Roche avait sa main levée. Ah oui, excuse. Oui, Lise? Bien, si je peux juste ajouter, moi, je trouve que comme fondation, dès qu'on change de secteur, on se doit de s'adapter. On ne peut pas garder nos règles établies. Là. Moi, je sais que pour aller en région, on a effectivement plus de difficultés qui viennent des deux côtés. Là. Je trouve qu'il ne faut pas juste dire que les fondations sont plus localisées à Montréal, là, parce que même quand on est là puis qu'on fait des démarches, moi, je fais beaucoup d'appels et de démarches en région, mais c'est très difficile là, de se rendre jusqu'à un don. Mais je trouve, en tout cas personnellement, la pandémie a eu cet avantage de nous permettre d'être beaucoup plus présents partout au Québec. Moi, avant, les gens voulaient que je me déplace, voulaient que je sois présente. C'est pas facile de couvrir tout le Québec quand tu es seul. Là. Fait que le fait que là, tout le monde accepte que ça se fasse en visioconférence a permis beaucoup plus de présence et de soutien dans des communautés qui m'attendaient physiquement dans leur événement. Fait que ça a été un élément déclencheur. Fait qu'il y a au moins ce bon côté à mettre dans la colonne presque vide des avantages. Il faut les prendre quand ils passent. Voilà, il est 15h41. Si vous aviez des questions ou des commentaires à faire, c'est le temps. Parce que là, j'inviterai Adam, directeur Philab Québec, à nous faire un petit mot de synthèse conclusion. Merci Jean-Marc. Oui, notre journée de présentation est terminée. J'aimerais remercier tous nos présentateurs d'aujourd'hui, ainsi que tous ceux d'entre vous qui sont venus écouter, apprendre et poser des questions. Je crois que nous avons eu plus de 80 participants ce matin, ce qui est plus que ce que nous aurions pu espérer. Je suppose que c'est l'un des avantages de faire ces rencontres virtuellement. Je voudrais remercier Claudette Commanda pour sa merveilleuse bénédiction de bienvenue pour commencer la journée, ainsi que Fanny et Jean pour leur excellent travail de traduction ce matin. Je veux remercier Catherine, Diane et Jean-Marc pour leur aide avec cet événement. Et surtout, je veux remercier David, coordinateur de Philab Québec, pour son travail au cours des 3 derniers jours.